Lavande, c'est un jeune band de Québec. Je pense qu'ils sont de Québec. Je sais qu'ils sont jeunes en tout cas parce que je les ai vus sur scène. Ils ont donné le coup d'envoi de la première édition du festival Phono vendredi. C'était très courageux de leur part parce que le festival commençait à 14h en après-midi vendredi. Les étudiants étaient encore en cours, donc il n'y avait pas grand monde pour aller assister à ce show-là qui se donnait sous un ciel absolument magnifique. Il y avait quand même, je sais pas, j'avais compté, 17-18 spectateurs ben crinqués qui hésitaient pas qui ne se gênaient pas pour manifester leur appréciation de cette courte prestation-là d'une trentaine de minutes du groupe Lavande. La chanson que vous venez d'entendre s'appelle Thérèse. Raymond Côté, bonjour Raymond, de retour à Québec Réveil pour notre plus grand plaisir et celui de nos auditeurs pour parler de politique fédérale une fois par 2 semaines. Et voilà, bonjour Philippe. Ta visite tombe à point nommé parce qu'il y avait, puis c'était pas prévu, là. Tu viens les mardis une fois ou 2 semaines et hier soir, donc il y avait 2 élections partielles au Canada. Exact. Il y en avait une ici à Montréal vers laquelle tous les yeux étaient tournés, évidemment. Oui. Celle qui se passait au Manitoba, les résultats faisaient moins de doute, je pense, dans l'esprit des observateurs. Ça a quand même été plus serré que ce que tu pensais. On peut peut-être commencer avec cette circonscription-là. Oui, absolument. Alors, Leila Dance, la néo-démocrate, a gagné par 1200 voix d'avance. En fait, ça, pour cette circonscription-là au Manitoba, c'était vraiment une lutte à 2. Alors, tous les autres partis étaient, en partant, le Parti libéral était un figurant, là, très, très loin derrière. Alors, elle a gagné avec 13 000 voix d'appui par rapport à 12 000 quelques là, pour le conservateur là, qui lui faisait face. 13 000 ou 1300? Voix d'avance? Ouais, c'est à peu près 1200 voix d'avance. Ah, d'accord, là. Okay. Mais son total de voix, c'était 13 000 voix. En fait, ça rappelait beaucoup l'élection de Daniel Blaikie, le député précédent néo-démocrate qui avait gagné en 2015, là aussi, avec une assez faible avance. Après ça, Daniel, lors des 2 élections suivantes, gagnait avec des grosses marges. Puis il faut dire que c'est une circonscription qui était traditionnellement pour le nouveau Parti démocratique parce que le père de Daniel, Bill Blaikie, a tenu cette circonscription-là durant des années. Il y a simplement eu l'intermède de 2011 à 2015, là, gagné de justesse par le candidat conservateur qui s'est retrouvé là, à échapper au nouveau Parti démocratique. Alors, du côté de Montréal... Qu'est-ce que c'est? Excusez-moi, juste un mot sur le fils Daniel Blaikie a décidé de pas se représenter ou qu'est-ce que c'est passé? En fait, c'est ça, c'est qu'il a démissionné comme député pour travailler au cabinet du premier ministre du Manitoba. Ah oui, c'est ce type-là. Et voilà, exactement. Une grosse acquisition pour le gouvernement néo-démocrate du Manitoba, mais évidemment une grande perte pour le nouveau Parti démocratique. Heureusement, le parti a réussi à sauver ce siège-là, puis il y avait des très grands espoirs à Montréal. Évidemment, du côté de Montréal, ben ça a été une très, très chaude lutte à 3, avec à peine 600 voix de différence entre le premier et le 3e rang. Hein. Donc, le bloquiste, M. Sauvé, qui a gagné. M. Sauvé, oui, c'était 2. Il y avait 2 Sauvé. Sauvé aussi, son Oui, c'est ça. Louis-Philippe Sauvé, pardon. Louis-Philippe Sauvé, le bloquiste, qui a gagné par un peu moins de 200 voix d'avance sur son adversaire libéral. Puis Craig Sauvé, que je connais depuis des années d'ailleurs, qui lui est arrivé au 3e rang avec seulement 600 voix de retard. Donc, ce qui est frappant, évidemment, ça a été de voir la chute des appuis au Parti libéral, un bon 15 points de pourcentage, ce qui est quand même énorme. Puis ça donne le ton par rapport, justement, à l'aspect repoussoir que représente le Parti libéral sous Justin Trudeau aux yeux des électeurs. Ça, cette circonscription-là est vraiment un baromètre, un indicateur de ce qui s'en vient pour le Parti libéral, là, si les conditions restent les mêmes, parce qu'on prévoit pas le départ de M. Trudeau, là. Je le voyais encore hier en chambre, j'ai écouté la période des questions, puis c'est quelqu'un qui avait l'air rester bien assis sur son siège de premier ministre, puis qui prenait vraiment son rôle là, très, très au sérieux. Mais ça, c'est une chose là, que lui veuille rester assis puis veuille rester en poste, mais penses-tu que la pression va se faire plus grande à partir de ce matin pour qu'il s'en aille?
Ben, je me demande, oui, je me pose la question. Enfin, je te dirais que ce qui est très embêtant pour les libéraux actuellement, c'est justement la fin de l'entente avec les néo-démocrates. Il y a de ça, presque 2 semaines. Fin d'une entente qui se préparait depuis des mois, d'ailleurs. C'est ce qu'on a appris par la suite. Il faut dire que les libéraux ont été pris par surprise par cette annonce-là, dans le sens où la leader du gouvernement à la Chambre des communes, il y a de ça à peu près 3-4 semaines, Karina Gould, vantait la solidité de l'entente pis ses bons rapports avec le leader des néo-démocrates, Peter Julian, en disant « Non, nous, l'entente tient jusqu'en juin 2025. » Alors, donc là, c'est ça, en fait, ça met le gouvernement libéral dans une position de devoir négocier justement sa survie dans les semaines qui vont suivre. Donc, c'est vraiment une approche... Avec le Bloc québécois, surtout. On en parlait avec Mme Vignola avant hier. Absolument. Ou la semaine dernière, pardon, ouais. Donc, ça. c'est le Bloc qui obtient ce qu'on appelle la fameuse balance du pouvoir. En fait, le Bloc récupère justement une balance du pouvoir que le nouveau Parti démocratique avait en exclusivité. Là, maintenant, ça va se passer entre les libéraux et le Bloc et entre les libéraux et le nouveau Parti démocratique, sans compter que les deux partis d'opposition pourraient très bien appuyer les libéraux sur certaines choses. Et là, évidemment, ce qui va être à surveiller dans les prochains jours, en fait, c'est ça qui est très, très intriguant, parce que là, on avait la rentrée parlementaire hier, la première journée de travail à la Chambre des communes. C'est qu'est-ce que le gouvernement libéral va faire, parce que c'est le gouvernement qui a la maîtrise de l'agenda en Chambre. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental, parce que d'ici à Noël, sur les 11 semaines de travaux à la Chambre, les partis d'opposition disposent de 7 jours de l'opposition et 5 de ces 7 jours-là appartiennent aux conservateurs. Et là, c'est le gouvernement libéral qui va déterminer quand est-ce que ces journées-là vont s'échelonner dans les prochains jours, les prochaines semaines à la Chambre. Une des stratégies du gouvernement, ça pourrait être de tout regrouper ces journées de l'opposition très tard dans la session, en novembre ou décembre, ou au contraire, les égrener rapidement, entre autres pour permettre à Pierre Poilievre de présenter sa motion de censure auquel il tient. Parce qu'une journée de l'opposition, c'est ça. Explique-nous ce que c'est un peu. C'est une journée pendant laquelle ce sont les partis d'opposition qui ont le pouvoir de présenter des projets de loi, c'est ça? C'est ça. Le parti de l'opposition qui a cette journée-là présente quelque chose. C'est souvent une motion portant sur un sujet qui intéresse le parti en question. Donc, ça pourrait être, par exemple, la criminalité dans la société canadienne ou le coût du logement. Donc là, ce que Pierre Poilievre a promis, c'est justement de déposer une motion de censure qui va être débattue. Et là, le grand défi de Pierre Poilievre, en fait, ça sera pas vraiment un défi parce que moi, je m'attends à ce qu'autant les bloquistes que les néo-démocrates refusent d'appuyer cette motion de censure. Parce que ça provoquerait des élections. Ça provoquerait des élections, mais au-delà de ça, le thème sur la motion de censure que Pierre Poilievre veut lancer, c'est la taxe sur le carbone. Et là, autant les néo-démocrates que les bloquistes considèrent que le fond de la motion, c'est plutôt, moi, Pierre Poilievre, j'ai tellement hâte de devenir premier ministre du Canada, ça fait que faites tomber le gouvernement qu'on puisse en aller en élection, en fin de compte. Là. C'est plutôt ça le sous-message. Alors, ni les néo-démocrates ni les bloquistes, à mon point de vue, ont intérêt à appuyer les conservateurs sur ce point-là et à assurer la survie du gouvernement, ce qui va alimenter évidemment le discours qu'on entendait hier à la période des questions à la Chambre, comme quoi
Puis là, ça, c'est très, très drôle. Hein. Hier, Pierre Poilievre, ses 2 premières questions, il les a fait en français. Ensuite, les 3 suivantes, il les a fait en anglais. Puis en français, il revient toujours sur le thème du bloc libéral, hein, le gouvernement de coalition avec le bloc que les libéraux ont. Alors qu'en anglais, c'est plutôt la coalition néo-démocrate libérale. Donc, Pierre Poilievre cherche à peinturer dans le coin les 2 autres partis d'opposition en disant qu'ils sont en collusion avec les libéraux, puis ils sont donc la cause des problèmes du coût de la vie, de l'impossibilité d'avoir un logement pour les gens, là. Mais je reviens sur Justin Trudeau, Oui. Raymond, parce que forcément, la question va se poser avec encore plus d'acuité à partir d'aujourd'hui que c'était le cas dans les dernières semaines. Est-ce qu'il va s'en aller ou non? Est-ce qu'il va être capable? Est-ce qu'il a les reins assez solides, le coffre qu'il faut pour résister à la pression qui va s'accroître sur lui? Oui, ben c'est une très bonne question. Franchement, le problème, c'est quoi la solution de rechange? Puis ça, je pense que les membres du caucus libéral sont conscients du fait que là, ils ont les mains liées par l'instabilité qui règne à la Chambre des communes. Le gros problème, c'est que ça va être impossible d'organiser une course à la chefferie qui pourrait être menée à terme avant le déclenchement d'une élection. Parce que déjà, en réalité, là, dans quelques semaines, on va être à un an pile de la prochaine échéance électorale au sens de la loi. Ça fait que déjà, c'est très, très court pour élire un nouveau chef. Et puis là, dans l'instabilité actuelle, ben, essaie d'organiser une course qui a du sens. Là, ça serait plutôt un couronnement ce qu'on pourrait appeler un peu à la blague, d'un agneau sacrificiel qui serait prêt à remplacer Justin Trudeau puis mener les troupes à l'abattoir avec un résultat qui serait peut-être pas meilleur que ce que Justin Trudeau obtiendrait en restant le chef du Parti libéral. Parce que tout tourne autour de ça. Qui peut vraiment sauver la mise pour les libéraux, alors que dans les sondages, c'est très clair, Justin Trudeau est un repoussoir. En fait, les gens ont soif de changement. Ça, c'est quand même assez drôle. Là. La soif du changement, c'est changer le mal de place, en fin de compte, parce que c'est pas que les gens aiment Pierre Poilievre tant que ça, c'est juste qu'il s'impose comme étant la solution pour chasser Trudeau du pouvoir. Mais en parallèle, dans les sondages, on voit aussi que la marque libérale est très basse dans l'estime, le respect des gens. Donc, il y a un problème pour les libéraux qui fait que quelqu'un qui remplace Justin Trudeau pourrait très bien ne pas être capable de lever le parti suffisamment, surtout qu'il y a un manque de temps réel. Personne s'est manifesté non plus dans les derniers mois, les dernières années, parce que ça date pas d'hier, là, cette spirale vers le fond là du Parti libéral. Il aurait fallu se manifester avant, là, si quelqu'un avait été intéressé à... Il aurait fallu faire un coup d'État... un coup d'État au sein du parti déjà, là, c'est-à-dire c'est ça. Pousser dehors un chef qui veut pas s'en aller puis qui l'a dit souvent. On a quand même eu un indice d'un intérêt de Mark Carney qui est devenu conseiller spécial du premier ministre et qui s'est retrouvé à rencontrer... Mais comment il faut lire ça justement, cette nomination-là par M. Trudeau? Est-ce que c'est une façon justement d'immobiliser un adversaire potentiel ou je pense que Justin Trudeau ne le voit pas comme adversaire comme tel parce que c'est sûr que si Justin Trudeau quitte, il sera pas candidat à sa propre succession. Non, ça va de soi. Puis Mark Carney, visiblement, a un respect au minimum vis-à-vis du premier ministre en exercice qui fait que il a carrément signifié qu'il n'était pas prêt ou en tout cas pas intéressé à devenir le prochain chef du Parti libéral, en tout cas pas tout de suite. En même temps, quel intérêt aurait Mark Carney d'arriver dans le désordre actuel, dans le marasme actuel, parce que c'est carrément un marasme qu'affronte le Parti libéral au-delà de la présence de Justin Trudeau ou non. Alors, il y a vraiment un problème pour ça, là, pour un successeur. Quel intérêt aurait-il à le faire si ce n'était de prendre la relève éventuellement après une dégelée électorale des libéraux? C'est ça. L'horizon va s'éclaircir. Premièrement, tout le monde prévoit, mais ça reste à voir, tout le monde prévoit un triomphe de Pierre Poilievre avec probablement un gouvernement majoritaire, conservateur. M. Carney pose ses billes d'une certaine façon. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'il serait coopté donc par un Justin Trudeau qui se voit déjà perdant aux prochaines élections fédérales? Je ne sais pas si on peut parler de ça comme ça, parce que son rôle est beaucoup plus un rôle de l'ombre, comme conseiller spécial. Et probablement que Mark Carney va aider Justin Trudeau
à trouver des solutions concrètes pour relancer l'économie canadienne. Parce qu'on se le cachera pas, Pierre Poilievre profite, entre autres, non seulement du coût de la vie, mais aussi d'un certain marasme économique qui se reflète, entre autres, dans le produit intérieur brut par habitant qui stagne, contrairement aux États-Unis où il y a une progression réelle. En fait, il y a une inquiétude assez généralisée. On n'est pas en récession au Canada techniquement, mais en fin de compte, on peut pas dire qu'il y a une effervescence économique contrairement aux États-Unis. Donc, Mark Carney, visiblement, va se retrouver à être un outil entre les mains de Justin Trudeau pour essayer justement de relancer l'économie canadienne, puis comme ça arriver dans des meilleures conditions dans une éventuelle élection, ce qui pourrait permettre peut-être à Justin Trudeau, s'il peut avoir un ton triomphant, puis montrer des réalisations qui ont vraiment aidé les gens à redresser la barre, puis peut-être à éviter de perdre le pouvoir, ou à tout le moins de donner un pouvoir majoritaire, largement majoritaire à Pierre Poilievre. Hey, on manquera pas de sujet cet automne, toi et moi, Raymond. On va avoir du grain à moudre. Merci beaucoup d'être passé ce matin, puis on se revoit dans 2 semaines. Ben, c'était un plaisir. Ça fait que bonne journée. Bye bye.